Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la Côte d'Ivoire, à l'heure des commémorations pour les victimes de la tuerie de Grand Bassam. Il y a 10 ans, jour pour jour, 19 personnes avaient été tuées lors d'une attaque djihadiste d'une ampleur sans précédent dans le pays. L'actualité nous conduira aussi au Sénégal au lendemain des déclarations du Premier ministre sur le volet économique. Plusieurs milliers de milliards de francs CFA de gains attendus avec la renégociation des contrats signés avec les multinationales. Nous irons sur place dans ce journal. Et ce soir, dans notre Focus Culture, nous irons à Berlin avec l'un des curateurs africains les plus influents du moment, le Camerounais Bonaventure So Beijing Dikung, directeur de la prestigieuse institution culturelle Haus der Kulturen der Welt, prépare une exposition ambitieuse consacrée aux tirailleurs africains et à leur rôle dans l'histoire européenne. Art, mémoire coloniale et regard contemporain, comment raconter aujourd'hui cette histoire longtemps invisibilisée? On en parle avec lui ce soir, qui fait dialoguer archives, création artistique et réflexion politique. Et on ouvre ce journal en allant sur la plage de Grand Bassam, où il y a 10 ans, jour pour jour, le drame a endeuillé le pays. Une attaque djihadiste inédite faisait 19 morts. Ce vendredi, le gouvernement ivoirien a rendu hommage aux victimes. Rappel des faits avec Clémence Valère. Une marche silencieuse et des fleurs déposées devant une stèle commémorative. Un hommage sobre pour les victimes de l'attaque de Grand Bassam, tuées il y a 10 ans par des djihadistes. Parmi les représentants présents pour la cérémonie, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cette attaque n'était pas seulement contre des personnes, mais elle était contre ce qui caractérise la nation ivoirienne. Cette sécurité, cette sérénité, cet espoir, c'est le meilleur hommage que la Côte d'Ivoire peut rendre aux victimes et aux familles des victimes. Le 13 mars 2016, 3 hommes armés ont ouvert le feu sur la foule présente sur la plage de Grand Bassam, tuant 19 personnes, dont 9 Ivoiriens, 4 Français, et blessant 33 autres. Pendant 45 minutes, ils ont arpenté la plage, visant des restaurants et terrasses, avant d'être abattus par les forces de l'ordre. L'attaque djihadiste a très vite été revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. 10 hommes ont depuis été condamnés pour leur rôle dans l'attentat. 6 d'entre eux, dont le cerveau de l'attaque Kunta Dalla, ont été condamnés par contumace, car en fuite ou détenus au Mali. Et on reste en Côte d'Ivoire où le tambour parleur est finalement arrivé. Le Djidji Ayokwe est de retour sur ses terres ancestrales plus de 110 ans après avoir été spolié par la France. La ministre de la Culture ivoirienne, Françoise Ormar, qui nous en parlait ici même sur ce plateau, était ce matin avec les autorités traditionnelles Hatchan et l'ambassadeur de France pour l'accueillir sur le tarmac de l'aéroport. Le tambour doit désormais être acclimaté, je cite, pendant 2 semaines dans un espace adapté avant de pouvoir être exposé au Musée national des civilisations d'Abidjan. On passe au Sénégal où le Premier ministre Ousmane Sonko a fait plusieurs annonces ce jeudi au sujet de la renégociation des contrats signés avec les multinationales. Plusieurs secteurs sont concernés comme le pétrole, le gaz, mais aussi les industries. Ces discussions ont été engagées par son gouvernement depuis plusieurs mois à travers un comité réunissant plusieurs experts. Ainsi, plusieurs milliers de milliards de CFA de gains sont attendus par le Sénégal. La correspondance à Dakar d'Elimandao. Dans le collimateur du gouvernement, d'abord, les industries chimiques du Sénégal, entreprises exploitées par les Indonésiens d'Indorama. Le gouvernement a annoncé avoir perdu de 2014 à aujourd'hui la somme de 1075 milliards de francs CFA en non-paiement de taxes, de redevances, mais suite également à des exonérations fiscales jugées illégales par le Premier ministre Ousmane Sonko qui s'exprimait ce jeudi soir. Le gouvernement a ainsi annoncé avoir bloqué les comptes de l'entreprise jusqu'au paiement de 250 milliards de francs CFA de redevances. Dans le secteur pétrolier et gazier, Ousmane Sonko a annoncé avoir repris un bloc offshore au large de Dakar après le départ des Américains de Cosmos Energy. Ousmane Sonko annonce
également avoir entrepris plusieurs résiliations de contrats attribués à des multinationales. Cette renégociation de contrats, cette relecture de contrats concerne également plusieurs secteurs comme les infrastructures ou encore les industries. Cet exercice est un exercice de transparence et de reddition des comptes. Ce n'est pas un exercice dirigé contre les partenaires, mais aussi contre les investisseurs, a annoncé Ousmane Sonko lorsqu'il a pris la parole dans ce point de presse qu'il a animé avec plusieurs ministres, notamment les ministres des secteurs du pétrole ou encore des infrastructures. Il reste maintenant à savoir la réaction des multinationales qui opèrent au Sénégal. Pas encore de réaction officielle depuis la sortie du Premier ministre ce jeudi. Jean-Noël Barrot était en visite en République centrafricaine. Le chef de la diplomatie française s'est entretenu avec le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Au centre des discussions, l'état des relations bilatérales entre Paris et Bangui, mais surtout le suivi de la feuille de route de la coopération signée entre les deux pays en avril 2024. Les précisions de nos correspondants à Bangui, Cyril Jefferson-Yapandé et Jospin Bissi. Il s'agit de la première visite officielle d'un ministre français à Bangui depuis 2018. La République centrafricaine s'étant depuis rapprochée de la Fédération de la Russie qui avait déployé dans le pays des mercenaires du groupe Wagner. La visite de Jean-Noël Barrot intervient donc dans un contexte de réchauffement diplomatique engagé en avril 2024 et la rencontre entre les présidents Faustin Archange Touadéra et Emmanuel Macron à Paris où il avait décidé de mettre en place une feuille de route bilatérale destinée à relancer la coopération entre les deux pays. Avant de conclure sa visite, le patron de la diplomatie française a rencontré cet après-midi le chef de l'État centrafricain. Selon nos informations, cet entretien vise notamment à confirmer le retour diplomatique de Paris en Centrafrique. Et ma visite marque la restauration complète des relations, des liens entre nos deux pays et nos deux peuples après une phase de refroidissement. Après une période de tension qui est brève à l'échelle de notre histoire commune, qui est ancrée dans des liens très forts entre nos deux peuples, une langue que nous avons en commun, en rappelant qu'il y a 2 ans, le président Macron et le président Touadéra ont agréé une feuille de route qui a ouvert la voie au renforcement de ces relations pour les décennies à venir. Du côté de la Centrafrique, on se satisfait du renouveau de la coopération française. Mais Bangui ne privilégie aucun partenaire. Le président Touadéra, d'ailleurs, revient tout juste d'un déplacement d'1 semaine à Moscou, au cours duquel il s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Diplomatie toujours entre le Burkina Faso cette fois et les États-Unis. Visiblement, les deux capitales ont décidé de relancer leur coopération, notamment dans les domaines sécuritaires et commerciaux. Après plusieurs années de relations tendues depuis l'arrivée au pouvoir des juntes au Sahel, Washington affiche une nouvelle approche axée sur la diplomatie économique. Une reprise du dialogue qui intervient alors que la région reste confrontée aux violences des groupes djihadistes. Le Niger proteste contre une résolution du Parlement européen réclamant la libération immédiate de l'ancien président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État en 2023. Les autorités nigériennes dénoncent une ingérence et une attitude, je cite, paternaliste de l'Union européenne dans des affaires du pays. Toujours détenu avec son épouse, Mohamed Bazoum, président élu, reste au cœur des tensions diplomatiques entre Niamey et ses partenaires occidentaux. On passe à notre page culturelle de ce vendredi soir et on s'intéresse à Bonaventure So Beijing Nikung, curateur camerounais installé à Berlin, figure majeure de l'art contemporain international, fondateur de l'espace artistique Savie Contemporary, aujourd'hui directeur du Haus der Kulturelle der Welt. Il prépare une grande exposition intitulée Tirailleurs, Trial and Tribulation, qui revient sur l'histoire de la mémoire des soldats africains engagés dans les armées coloniales européennes. Une exposition qui mêle art contemporain, archives et performances pour interroger la place du corps africain dans l'histoire européenne entre oubli et reconnaissance. Bonsoir, Bonaventure So Beijing Nikung, merci et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. Bonsoir.
Alors, merci à vous. Dites-nous, votre exposition s'intitule Tirailleurs, Trials and Tribulations. Pourquoi avoir choisi de raconter cette histoire à travers l'art contemporain? Oui, parce que l'histoire est importante et parce qu'on ne veut pas laisser l'histoire seulement dans les mains des historiens. Et je pense que les artistes ont un très grand rôle à jouer dans comment on raconte l'histoire. Donc, on a voulu inviter des artistes un peu de partout, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Europe aussi, bien sûr, pour raconter cette histoire qui est vraiment pas beaucoup racontée et surtout de le raconter autrement, d'essayer de ne pas rester dans cette victimisation, mais de raconter une histoire de la libération de l'Europe. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Vous l'avez dit, Bonaventure, cette histoire, elle reste peu connue, notamment en Allemagne. Est-ce que aussi c'est une exposition pour combler cet angle mort de l'histoire? Tout à fait. C'est pas seulement pas connu en Allemagne, hein, dans beaucoup de pays, peut-être en France un peu plus que dans les autres pays, mais l'histoire des tirailleurs qu'on utilise comme un concept un peu plus générique pour aussi donner la place à les soldats qui ont été puis des colonies, par exemple en Asie, pas seulement par les Français, mais aussi par les Anglais, parce que les Anglais, ils ont amené beaucoup des soldats de l'Inde, par exemple, ou les Portugais qui ont amené, et les Espagnols qui ont amené beaucoup de soldats des Caraïbes et de l'Amérique du Sud. Et c'est très intéressant parce que même dans des pays africains, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas cette histoire. Donc, on a voulu, comme vous avez dit, combler cet espace qui est vide, cet angle espace mort de l'histoire qui est... Tout à fait, tout à fait. Cet angle mort. Vous parlez souvent, et dans vos travaux ça revient, du corps africain dans l'histoire européenne. Vous avez voulu passer de la chair à canon à la figure d'avant-garde artistique. Comment l'art permet-il de renverser ce récit? Oui, d'abord, les chairs à canon, on a utilisé l'idée de l'avant-garde, parce que ce sont des terminologies des militaires. Mais on voulait aussi parler de ces tirailleurs comme Léopold Sédar Senghor, qui sont devenus les très grands artistes, les très grands écrivains et politiciens qui ont été à l'avant-garde de l'histoire de l'Afrique. Les gens comme Birago Diop. Donc les Africains qui ont sacrifié leurs frères et sœurs, leur vie pour la libération de l'Europe. Donc, en fait, au centre de cette exposition, c'est la possibilité de repenser l'histoire de la libération de l'Europe, l'histoire de la démocratisation de l'Europe. Oui. Et avant que les Américains viennent pour la libération de l'Europe, il y avait des Africains qui étaient là au premier jour. Oui. Et les Asiatiques aussi qui étaient là et qui ont lutté jusqu'à la fin. Alors l'exposition, très rapidement, l'exposition rassemble une trentaine d'artistes internationaux. Comment avez-vous choisi ces voix et quelles perspectives apportent-elles sur cette mémoire ? J'ai travaillé beaucoup avec mes collègues à la House de Couture de Welt, surtout Paz Guevara, et on a essayé d'amener des artistes de différentes géographies. Donc, les artistes qui travaillent sur les soldats de Tanzanie, par exemple, comme Catherine Bomani, ou un artiste comme Tuan Andrew Nguyen qui travaille sur les tirailleurs vietnamiens. Donc, on a essayé de montrer des perspectives différentes, mais pas rester dans l'histoire seulement, parce qu'on voulait aussi comprendre comment cette idée, ce concept de tirailleurs a continué jusqu'aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a beaucoup de Camerounais, des Nigériens, des Kenyans qui sont aujourd'hui en train de lutter avec la Russie en Ukraine. Donc le concept n'est pas un concept du passé, c'est un concept qui est dans une sorte de continuum, qui est dans l'exploitation des corps africains, des corps des gens des anciennes colonies continue.
Merci, on vous entend bien, Bonaventure, So Beijing Bikung. Merci d'avoir été dans ce journal de l'Afrique. Et je rappelle que l'exposition est à voir donc, dans ce centre d'art, Haus der Culturelle der Welt, jusqu'au 10 juin 2026. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier forcément de Yaoundé à Sao Paulo en passant par Berlin. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.